l'invité de la matinale. KTO Radio. Le 4 juillet est un jour férié aux États-Unis. Les Américains célèbrent leur fête nationale, jour de l'indépendance signée en 1776. L'occasion pour nous ce matin de s'intéresser aux grands défis qui agitent la société américaine, alors que se profile dans 4 mois, jour pour jour, quasiment l'élection présidentielle. Une élection cruciale entre un Donald Trump toujours aussi clivant et un Joe Biden au crépuscule. Blandine Caligny-Pont est l'invitée de la matinale ce matin pour décrypter ces enjeux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université et spécialiste des États-Unis et plus particulièrement de l'histoire religieuse aux États-Unis. Alors, comme à chaque élection américaine, tous les regards sont braqués sur les États-Unis pour au moins 4 mois encore là. Oui, et ça ne va pas s'arrêter, ça va même s'amplifier, pas simplement aux États-Unis, mais bien sûr aussi chez nous, en Europe et en France, parce que ces élections font un peu écho à notre propre situation et surtout parce que des élections présidentielles américaines ont, qu'on le veuille ou pas, une influence, des conséquences importantes sur le reste des pays du monde. La campagne est entrée dans le dur avec le premier débat télévisé sur CNN entre Trump et Biden il y a quelques jours. On en a beaucoup entendu parler. Et c'est l'âge et la santé de Joe Biden qui a beaucoup fait parler. Qu'en avez-vous retenu de ce débat ? Écoutez, moi, je l'ai entendu, je l'ai, comment dire, j'en ai vérifié les traductions qui en ont été faites, notamment par vos confrères canadiens, et j'ai pas trouvé, si je puis me permettre, que Monsieur Biden avait été aussi catastrophique que ce que les médias en ont retenu. Effectivement, il a hésité, il a bafouillé. Il y a eu des temps de silence, mais il y avait quand même une grande cohérence. Il tentait d'avoir une grande cohérence dans la présentation de son propre programme. Et Monsieur Trump en face a été, comme à son habitude, à la fois très agressif et très, très négatif, mais en même temps assez fidèle à lui-même et relativement calme par rapport à ce dont il est capable. Donc l'un dans l'autre, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une inégalité aussi incroyable entre les candidats. Quelle est la préoccupation majeure des électeurs américains aujourd'hui ? Alors, officiellement, quand on les écoute dans les sondages, leurs préoccupations principales sont surtout économiques. C'est-à-dire que on sent, d'après leur plainte, que ce qui leur importe, c'est la continuation de l'inflation, le fait que les produits ont souvent presque doublé de prix, le fait que, alors là on a un chiffre, l'achat de biens immobiliers, les prix ont bondi de 30% en 2 ans. Donc voilà, la vie chère, la cherté de la vie, c'est le principal souci des Américains. Alors on peut pas dire que ce soit le manque de travail, puisque le pays tourne à plein régime et qu'il n'y a pas de chômage, ce qui nous paraît spectaculaire vu d'Europe. Mais c'est pas pour autant que le travail qui est trouvé et que les gens peuvent avoir soit bien rémunéré. Donc paradoxalement, ce pays si riche a une classe moyenne pauvre extrêmement importante avec des salaires qui peuvent être plus bas qu'en Europe. Et l'immigration occupe également une place importante dans cette campagne. Joe Biden est régulièrement taxé de laxisme face à l'immigration. Quelle est la situation aux frontières avec le Mexique notamment ? Alors c'est une situation qui reste toujours difficilement contrôlable et ça fait quand même des années, même des décennies que cela dure. On a calculé qu'il y a à peu près une quarantaine de millions d'étrangers aux États-Unis, enfin d'étrangers proches, hein, parce que ce sont souvent des immigrés qui arrivent directement du Mexique ou d'Amérique latine, et que parmi cette quarantaine de millions d'immigrés, vous en avez entre 12 et 14 qui sont
clandestins, enfin qui sont rentrés de manière illégale sur le territoire. Alors ce sont des chiffres qui paraissent en expansion, mais qui sont finalement assez stables si l'on considère que vous en avez une partie qui chaque année est finalement naturalisée américaine. Donc ce flux-là est très important, malgré toutes les tentatives de réforme qui ont été faites, parce que il n'est pas vrai que le camp des démocrates n'a rien fait face à l'immigration. Barack Obama a tenté une grande loi de refonte de la politique migratoire qui n'a pas réussi à passer au Congrès à cause de ce qu'on appelle la technique du filibuster, c'est-à-dire le fait de bloquer les lois du parti républicain. Donc, on en est pour l'instant là. Le mur n'a pas été fini d'être construit, donc ça reste toujours une bataille politique. Et, le discours des républicains est d'abonder dans le sens du sentiment public que cette immigration favorise justement les bas salaires parce que les immigrés prennent le travail des Américains et quand ils ne sont pas donc délinquants parce que clandestins. Voilà, donc on a très facile, comment dire, un très facile ancrage politique ou axe politique à travers eh bien, la continuation de l'immigration à la fois clandestine, mais pas que clandestine. Hein. Vous avez une immigration légale qui continue et qui est assez importante chaque année, Hmm. avec des quotas, mais bon, enfin, voilà. Donc, c'est à la fois un problème et une ressource quand même de l'économie américaine. Blandine Kellini-Pont, avec l'émergence de Donald Trump dans le monde politique américain, ça fait maintenant quelques années, le sentiment de polarisation, de fracture au sein de la société américaine est palpable, hein, il est vraiment très fort. Si on sort un peu du champ purement politique, à quel défi majeur la société américaine doit-elle faire face aujourd'hui ? Alors, je dirais que on ne peut pas considérer que le défi majeur soit sa mauvaise santé économique, puisque c'est un pays Comme vous en avez parlé, oui. voilà, qui va très bien, qui a des ressources propres, et notamment énergétiques, considérables, qui reste la première puissance à la fois économique, commerciale, monétaire, financière du monde, et qui, en plus de ça, est à la pointe des nouvelles, comment dire, des nouvelles industries, technologies de demain, hein, avec les plus grands conglomérats dans les technologies les plus en pointe. Donc, c'est un pays qui va bien économiquement. Donc, la fracture est plutôt une fracture de l'unité nationale. On a l'impression que c'est un pays qui a toujours été très divers et dont les régions sont très différentes les unes des autres. C'est vraiment un pays multiple au niveau de sa propre société. C'est pas une société si uniforme que ça, loin de là. Mais un peu comme en France, on a fracturation des classes sociales, des milieux, comment dire, des différences raciales. Enfin, c'est un pays qui est en souffrance identitaire assez forte. Il y a un danger pour la démocratie, si on vous entend bien. Enfin, en tout cas, c'est ce que on peut craindre. Alors, c'est un danger que les politistes, que de nombreux politistes et analystes américains mettent en évidence depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, on a commencé à avoir des livres sur cette question-là, des recherches, on va dire, sur cette question-là, avant l'arrivée même de Donald Trump au pouvoir entre 2016 et 2017, et avec cette idée qu'il y a une dégradation du climat politique, et à côté de cette dégradation du climat politique, qui, dans la tradition américaine, est effectivement organisée autour de deux grands partis qui s'affrontent pour donc l'alternance à la fois nationale, parlementaire et présidentielle. Mais cette tradition est une tradition aussi de collaboration
dans les chambres, au Sénat, à la Chambre des représentants, de collaboration pour une politique commune. Donc cette tradition-là a complètement disparu dans les années 90, avec une nouvelle manière de faire de la politique qui est eh bien que l'autre politique, l'adversaire politique se transforme en ennemi, que tous les coups sont permis, y compris donc le dénigrement, les fausses informations et une polarisation dans la présentation des idées politiques qui conduit à ce que les groupes qui vont comment dire, suivre tel ou tel courant au sein des partis, parce que les partis eux aussi sont pluriels, le font en s'identifiant et en s'opposant, plus qu'en s'opposant aux autres, en devenant finalement des ennemis intérieurs qu'il faut battre au sens le plus comment dire, militaire du terme. Donc c'est une ambiance politique qui est délétère. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et dans ce champ-là, comment se placent les électeurs chrétiens? Sont-ils eux aussi polarisés? Ils ont fini par le devenir. Et cette polarisation, on commence à la faire remonter dans les années 70. Elle s'est mise en place au moment de la tentative de voter un amendement fédéral qui s'appelait le ERA, c'est-à-dire l'Equal Rights Amendment, donc un amendement sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et à propos de cet amendement qui court dans l'histoire américaine depuis plus d'un siècle, il y a eu une organisation, un mouvement qui s'est mis en place de conservateurs chrétiens pour faire échec à cet amendement. Ça a été le début de la structuration de la droite chrétienne américaine, qui a donc progressivement cherché à embarquer les électeurs chrétiens, qui sont très nombreux dans ce pays, dans une polarité politique avec des thèmes politiques, notamment l'avortement, pour les politiser, pour leur donner une conscience politique, et plutôt à la faveur des républicains. Donc on a aussi aujourd'hui une forte polarisation religieuse dans cette polarisation politique, à laquelle les catholiques américains sont quand même moins sensibles ou sont beaucoup plus partagés que les électorats protestants. Ok. Une dernière question, Blandine Kélény-Pont. On connaît l'influence culturelle des États-Unis sur l'Europe occidentale, notamment la France. Dans quelle mesure ces fractures que vous nous expliquez, que vous analysez, peuvent un jour se retrouver en France? Est-ce qu'on peut le craindre également? Elles y sont un peu, déjà. Avec le fait que on a des thématiques de campagne qui selon moi, arrivent, des thématiques culturelles aussi, qui arrivent directement des États-Unis, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire une tendance à la personnalisation des candidatures politiques, notamment des chefs de parti qui polarisent l'attention, donc à travers ce qu'on appelle le phénomène du populisme politique, ou alors des mouvements culturels de contre-culture, ce qu'on appelle le wokisme, vous voyez, ce qu'on appelle le racialisme. Bon, tout ça, ce sont des idées qui nous arrivent directement des campus américains et qui commencent à affecter aussi la répartition politique dans notre pays. Voilà, tout le débat, par exemple, autour de ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme comme famille ou comme famille politique. Paradoxalement, ça vient en grande partie des États-Unis. Merci Blandine Kélény-Pont pour ces éclairages sur la société américaine en ce jour de fête de l'indépendance et à 4 mois des élections américaines. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices que vous êtes professeur en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université et notamment spécialiste, grande connaisseuse de l'histoire religieuse des États-Unis. Merci à vous et bonne journée. Merci. Super.
Ça vous va? Très bien, très bien, très bien. Bon, Il me manquait par rapport à il ce vous qu'on s'est manque. dit hier, ce qui était très riche, l'aspect personnalisation qu'on voit dans la politique, mais vous l'avez dit dans À la la fin. dernière question, ouais, à la fin, donc Ouais, ouais, c'est ouais. top, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc voilà, super. Bon, eh ben Je écoutez, suis très bonne satisfait, merci émission. beaucoup. Merci beaucoup. Bon, portez-vous bien. Je pense à vous depuis ma côte amalfitaine. C'est gentil, c'est gentil. J'essaie de récupérer à distance un peu de soleil. Voilà, de soleil, exactement. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne continuation, à une À prochaine. bientôt. Merci. Je vous en prie. Merci, au revoir.